Il est 19 heures dans les locaux de E-Télé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici pour vous le sommaire. 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté à Patrice Talon leur lettre de créance. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 13 juillet 2023 à Cotonou. Plus de détails dans ce journal. Le 14 août 2023, c'est la date butoir de la période de transition pour l'entrée en vigueur de certains effets du Code foncier et domanial. Le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF l'a fait savoir ce vendredi 14 juillet 2023 lors d'un point de presse. Les précisions sont à suivre. Et puis tête à tête entre l'homme d'affaires Aliko Dangote et le président Patrice Talon et le lancement officiel de la première exportation de vêtements made in Bénin sont les différents sujets qui ont fait objet de débat dans la rubrique « Ça se discute » de ce jeudi 13 juillet 2023. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. La diplomatie béninoise se renforce. 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté au président de la République leur lettre de créance. C'était ce jeudi au cours d'une cérémonie fort simple. Compte rendu, Mathieu Bocon. Mesut Kos, nouvel ambassadeur de la République de Turquie près le Bénin au palais de la Marina, pour remettre sa lettre de créance au président de la République Patrice Talon. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Turquie près le Bénin, avec résidence à Cotonou, Mesut Kos occupait depuis 2020 le poste de directeur général adjoint de la sécurité et du renseignement. Né en 1971 en Allemagne, Mesut Kos est titulaire d'une licence en sciences politiques et relations internationales et d'un master en sciences politiques. Ce mandat, je souhaite donc le placer sous le sceau du renforcement de l'amélioration de nos relations bilatérales qui existent donc entre le Bénin et la Turquie, spécialement en termes d'économie et de commerce. Sandrine Plateau est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près le Bénin. Avant sa nomination, elle était conseillère d'ambassade en charge de la politique et sécurité et de défense commune de l'Union européenne à la direction de la politique de sécurité au service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement. Elle est titulaire d'une licence en droit public et d'un master en droit de l'homme et démocratisation. Nous sommes ici de longue date et nous nous sommes toujours alignés sur les besoins de nos partenaires béninois et nous essayerons d'y répondre au mieux pour accompagner toutes les réformes qui ont été mises en œuvre par le président et l'équipe gouvernementale, des réformes très ambitieuses. Alfred Bana, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République unie de la Tanzanie près le Bénin avec résidence à Abuja. Avant sa nomination, il était maître de conférence au département des sciences politiques et de l'administration publique à l'université de Dar es Salaam. Né le 3 mars 1959, Alfred Bana est titulaire d'un doctorat en gestion des ressources humaines publiques de l'université de Manchester au Royaume-Uni, d'une maîtrise en sciences politiques et administration publique ainsi que d'une licence. Je vais redynamiser la coopération entre les deux États. Nous allons aussi mettre l'accent sur la promotion du commerce, le tourisme et l'investissement. Je suis très content d'avoir visité le parc industriel béninois et j'ai vu ce que les Béninois ont fait et nous allons donc partager les expériences entre les deux pays. Avec résidence à Abuja, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de la Slovaquie, près de la République du Bénin, ambitionne redonner une nouvelle dynamique à la coopération entre le Bénin et la Slovaquie. Il était haut fonctionnaire au 7e département territorial de l'Afrique et du Moyen-Orient du ministère slovaque des Affaires étrangères. Il est titulaire d'un master en relations internationales et d'un doctorat en droit. Le Bénin, c'est un pays pareil que la Slovaquie par la superficie un peu, la population un peu doublée que la Slovaquie. On a beaucoup de choses qui sont communes. On a parlé avec son Excellence Monsieur le Président, un domaine qui a la possibilité, c'est l'agriculture et du coton.
Christian Andiger, nouvel ambassadeur du Danemark près le Bénin avec résidence à Ouagadougou. Il vint en République du Bénin en 2010 et fut chef de coopération à l'ambassade du Danemark à Cotonou, puis chef de la mission chargée d'affaires de la dite ambassade en 2012. Né le 8 mars 1959, il est titulaire d'un master en études de langue espagnole et d'un master en éducation internationale et études du développement. C'est avec un grand plaisir pour moi de revenir, voir maintenant que ça a été que la ville de Cotonou, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de changements qui sont assez positifs dans le pays. Roni Yedida Klein est venu en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près la République de Côte d'Ivoire avec juridiction sur le Bénin présenter sa lettre de créance au chef de l'État. Précédemment, elle occupait le poste de ministre à l'ambassade d'Israël à New Delhi en Inde. Elle est titulaire d'une licence professionnelle en littérature anglaise et de 2 maîtrises en études américaines, en politique et en politique publique. L'objectif de mon mandat en tant qu'ambassadeur, c'est de promouvoir la coopération entre nos deux pays. Nous avons déjà une coopération qui est assez développée ou assez mise en route dans le domaine de l'agriculture. L'objectif sera maintenant de renforcer également la coopération dans le secteur de la santé et du numérique également, la formation technique entre autres. Il représente valablement la République socialiste démocratique du Sri Lanka, près le Bénin avec résidence à Nairobi. Velupillai Kanathan est engagé dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique. Il a acquis une expérience de plus de 30 ans en gestion de développement hôtelier. On a parlé de long en large, des relations diplomatiques économiques entre le Bénin et le Sri Lanka. Bientôt, donc, je vais amener donc, des investisseurs au Bénin. Nous avons parlé aussi du secteur de l'énergie renouvelable et d'autres expertises. Nous allons aussi développer le secteur cotonnier entre les deux pays. Dernier ambassadeur reçu par Patrice Talon, Simon Giger. Elle est venue présenter sa lettre de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse près le Bénin avec résidence à Accra. Avant sa nomination, elle était chef de division du Programme mondial migration et développement au département fédéral des affaires étrangères de son pays. Elle est titulaire de 2 masters, l'un en sciences politiques et économiques et l'autre en études russes et est-européennes. Plus de 40 ans, alors le Bénin c'est vraiment un des pays les plus importants pour nous en Afrique. On a beaucoup de gens de coopération, on a maintenant abordé avec le président, par exemple, la formation professionnelle. Alors, on va certainement continuer de travailler avec le Bénin sur ça. On a aussi parlé de la décentralisation. Au total, 8 nouveaux ambassadeurs ont été reçus par le président de la République. Une nouvelle ère de coopération pour mieux renforcer les liens qui existent entre le Bénin et les 8 pays. Conformément à l'article 108, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le gouvernement a présenté une communication à la représentation nationale sur la qualité des prestations au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou en Maga. C'était ce mercredi 12 juillet 2023 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour améliorer les conditions d'hébergement des usagers de ce centre? Les réformes en cours contribuent-elles à une amélioration des conditions logistiques d'hébergement afin de faciliter le séjour des patients dans cet établissement? C'est justement pour répondre à ces questions de l'honorable Dakwe Sossou que le gouvernement s'est fait représenter par le ministre de la Santé au Parlement. Les différentes actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de la santé, notamment les dispositions mises en œuvre pour améliorer le service de soins au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, ont été exposées par l'autorité ministérielle. En 2021, des locaux abritant les services de médecine A
et de médecine B ont été entièrement rénovés et l'achèvement a permis la remise aux normes de la clinique universitaire de néphrologie, d'hémodialyse et celle de la neurologie. Les efforts se sont poursuivis au titre de la gestion 2022 avec la rénovation du bâtiment abritant la clinique universitaire des maladies du sang pour élever le niveau d'hôtellerie de ce service. De même, les consultations prénatales et gynécologiques, la salle d'accouchement et les blocs opératoires de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique ont connu un aménagement. L'auteur de la question orale s'est dit satisfait des réponses apportées par le gouvernement. Pour le compte du bloc républicain, le président Hassan Seibou a ouvert le bal. Il sera suivi du député Amangansé qui a déploré l'intoxication à la base et a suggéré que les efforts du gouvernement parviennent aux populations. Je crois qu'à l'évidence, à entendre la communication du gouvernement et de ce que nous savons, oui, on peut dire oui, il y a du progrès. Nous savons d'où nous sommes partis. Je crois que pour ceux qui connaissaient les CNHU il y a quelques années, nous connaissons les drames des urgences, des malades au sol. Je voudrais revenir sur les maladies liées à l'insuffisance rénale, puisqu'elles sont devenues pratiquement endémiques dans le pays. Et quand nous avons suivi le ministre, on a constaté que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Il y a même des centres, des nouveaux centres ouverts à cet effet. Mais il y a trop d'intoxication par rapport à cela. Et moi, je voudrais suggérer au gouvernement de faire parler les directeurs départementaux de la santé sur les chaînes locales. Les députés du Parti Les Démocrates ont ensuite pris la parole. À ce niveau, l'honorable Gafaria Deschokan a tout simplement fait observer que le CNHU Hubert Kutukumaga est un mouroir avec les coupures d'électricité. Pour sa part, l'honorable Edwige Tossa a abondé dans le même sens et a fait remarquer que le CNHU traîne des milliers de factures impayées. Vous savez bien que ça ne va pas au CNHU de Cotonou. Et pourquoi cacher cela au peuple? Les derniers épisodes développés au CNHU de Cotonou en disent long. Quels sont les facteurs explicatifs des dettes que traîne la structure sanitaire? De toute évidence, ce qui explique cette situation reste et demeure le manque de volonté d'accompagner le centre à assurer pleinement sa mission. Un avis que ne partagent pas les députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Je voudrais reconnaître les efforts du gouvernement et me poser la question de savoir pourquoi on refuse de regarder ce qui est fait. Pourquoi vous faites ça? Je voudrais reconnaître que le CNHU n'est pas créé en 2016. Pourquoi on veut faire croire que le CNHU a été créé avec le gouvernement Talon? Pourquoi les amis font ça? Personne n'a dit que tout est parfait. Il reste à faire. Dans notre pays, tout est urgent. Même le président Talon sait que tout n'est pas parfait. Félicitons le gouvernement. Pourquoi les amis refusent de reconnaître ce qui est fait? Pourquoi vous faites ça? Ouverte le jeudi 13 avril 2023, la première session ordinaire de 2023 est clôturée ce mercredi 12 juillet par le président Louis Vlavonou. Au cours de ces 3 mois d'activité, l'Assemblée nationale s'est réunie en 9 séances pour se pencher sur 7 dossiers répartis en 3 volets, à savoir la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale et les autres activités. La moisson n'est certes pas abondante, mais cela se comprend. Nous sommes en début de législature et il faut veiller à asseoir les instances indispensables pour son bon déroulement et pour son bon fonctionnement. Je voudrais bien lever la présente séance plénière et déclarer clos les travaux de la première session ordinaire de l'année 2023.
Le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier s'est exprimé face à la presse ce vendredi pour rappeler que la date butoir de la période de transition pour l'entrée en vigueur de certains effets du code foncier est domaniale. L'expiration de la période transitoire vise à réduire substantiellement les litiges fonciers. Jeannot Dopéon et Éloi Capot. Conformément à la loi numéro 2017-15 du 10 août 2017, modifiant et complétant la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, la période transitoire de 10 ans démarrée en 2013 prend fin le 13 août 2023. Au cours de cette période, les dispositions de l'article 516 nouveau doivent être observées. Passé ce délai, l'article 17 qui stipule que toute vente d'un fonds de terrain ou d'un immeuble doit être précédée de la confirmation de droits de foncier détenus sur l'immeuble vont être appliquées. Cependant, des malcompréhensions et fausses informations sont remarquées sur la toile. Des clarifications sont donc nécessaires. Contrairement aux interprétations relayées par divers canaux et particulièrement sur les réseaux sociaux, l'expiration de la période transitoire n'a pas un lien direct avec l'obligation d'obtenir l'attestation de détention coutumière, sauf que cet acte permet à celui qui l'a obtenu de demander un titre foncier. Il faut surtout rappeler qu'indépendamment de l'expiration de la période transitoire et conformément à l'article 507 du Code foncier et domanial, une convention de vente ne devait être affirmée que lorsque le terrain est couvert au moins par une attestation de détention coutumière spécifiquement en milieu rural. Deuxième chose, aucun test n'a prévu la conversion systématique des biens, des terres ou des parcelles des citoyens dans le patrimoine de l'État pour défaut d'y détenir un titre foncier ou l'attestation de détention coutumière, et ceci à partir du 14 août 2023. La psychose entraînée par ces interprétations erronées doit donc s'estomper. En effet, pendant la période transitoire qui s'achève, les parties à une transaction foncière contractent librement leur vente d'immeubles, avec ou sans titre foncier, tout en observant l'un des modes de formalisation prévus par l'article 516 du Code foncier et domanial. Ce même article prévoit qu'après le délai de transition, c'est l'article 17 qui va être mis en vigueur. Il faut donc retenir qu'à l'expiration de la période transitoire, toute personne qui prendra l'initiative de vendre une parcelle ou un bien bâti ou non, doit s'assurer que lui-même dispose d'un titre foncier. Autrement dit, il doit se faire délivrer un titre de propriété, un titre foncier, avant de vendre. Comme la loi est conforme aux pratiques et doit réguler les pratiques, le législateur a prévu un assouplissement pour tenir compte des réalités qui sont les nôtres. Et pour amoindrir les tracasseries, le législateur prévoit qu'à défaut d'obtenir un titre foncier avant la vente, il est possible d'obtenir auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier un certificat d'appartenance valable pour 1 an non renouvelable. Pour éviter toute malversation, il n'est attribué qu'un seul certificat d'appartenance sur un terrain. De surcroît, ce certificat est délivré non pas en tant qu'acte personnel, mais acte foncier et seulement à l'occasion d'une vente.
14 juillet 2023 prend fin la revue sectorielle eau et assainissement gestion 2022. Déjà dans la journée de ce jeudi 13 juillet 2023, les acteurs de l'eau ont évalué les performances en termes de réalisation de l'année 2023. Retour sur les allocutions d'ouverture. Ils représentent essentiellement des acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ils sont invités pendant 48 heures à évaluer les performances enregistrées relatives à l'exécution des budgets programmes par objectif, des documents de programmation pluriannuels des dépenses des PDD et du plan prévisionnel de développement de l'entreprise de la SONEB. La tenue de cette session de la revue sectorielle vise à dresser le bilan de l'exercice 2022 en vue de rendre plus efficaces et plus efficientes les interventions dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Le secteur de l'eau et de l'assainissement au Bénin connaît des avancées notables, a souligné le directeur général de l'eau avant de saluer les engagements du gouvernement. Grâce au leadership de nos ministres, nous avons dignement impacté le secteur eau-assainissement de notre pays à travers une vision claire manifestée par des actions concrètes dans le secteur. Vos diverses orientations ont permis d'engager considérablement l'amélioration du bien-être de tous, l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement pour une frange importante de notre population. Le représentant des partenaires techniques et financiers réitère donc tous ensemble l'urgence de prêter une attention particulière aux défis de l'hygiène, de l'assainissement de base. Il n'est point besoin de rappeler les chiffres, mais ce que nous devons retenir et garder à l'esprit, c'est les réalités qui se cachent derrière ces chiffres. Des enfants, des femmes, des jeunes filles, des personnes vulnérables, notamment celles vivant avec un handicap physique, sont les plus touchées et subissent continuellement les conséquences de ces actes. Les partenaires techniques et financiers réitèrent donc tous ensemble l'urgence de prêter une attention plus particulière aux défis de l'assainissement et de l'hygiène de base au Bénin. Les acteurs sont invités à maintenir la dynamique de développement afin que la mobilisation des ressources de la mise en place d'infrastructures ne souffre d'aucune insuffisance. Dans la rubrique « Ça se discute » de ce jeudi 13 juillet 2023, plusieurs sujets sont au cœur du débat sur le plateau. Il s'agit entre autres du tête-à-tête entre l'homme d'affaires Aliko Dangote et le président Patrice Talon et le lancement officiel de la première exportation de vêtements made in Benin. Suivez le compte rendu. L'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote a été reçu dans l'après-midi de ce mercredi 12 juillet par Patrice Talon. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont abordé différentes questions concernant le Bénin et le Nigeria, notamment dans le domaine économique. Les débatteurs de la rubrique « Ça se discute » ont salué ce tête-à-tête qui vise d'ailleurs à renforcer les relations bilatérales et d'explorer les domaines potentiels de bénéfices mutuels ainsi que les opportunités d'investissement entre Dangote Industries et la République du Bénin. Moi, particulièrement, ça me renvoie au passé pour dire qu'on peut tout reconstruire tant qu'on est capable d'ouvrir la voie à la discussion ou au dialogue. Donc les positions ne peuvent rester jamais fermées, elles doivent évoluer et évoluer dans le bon sens. C'est en fait la leçon que nous pouvons tirer si nous voyons un peu tout ce qui a été par le passé ces 3 ou 4 dernières années avec le Nigeria et surtout en fait effet dont l'homme d'affaires Dangote n'est pas resté en marge. Je me rappelle en fait même d'un certain nombre de commentaires sur lesquels il n'est pas utile de revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons dire en fait que les liens sont davantage scellés aussi bien sur le plan diplomatique, politique et sur le plan économique. C'est à saluer, c'est à féliciter. En fait, tous ceux qui ont œuvré pour que cela soit, je l'ai toujours dit, le Bénin et le Nigeria, c'est un rapprochement naturel. Donc, les hommes ne peuvent pas travailler à détruire cela. Donc, je suis particulièrement heureux que,
de voir ces images-là et que la cohésion, la concorde reviennent pour que les relations bilatérales entre le Nigeria et le Bénin soient des plus prometteuses. Non, je crois que ça dépend des angles d'appréciation, mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est salutaire. C'est la preuve que tout a repris, que le président Talon et le président Tinubu ont des points de vue convergents. Et c'est ce qui explique cet accueil qu'on a réservé à Dangote. Sous Boari, ça aurait pu se faire. Ben, ça, sous Boari, ça n'a pas eu la même ampleur. Donc, des contacts qui devaient permettre au Bénin de profiter d'une manne n'ont pas pu se tenir compte tenu de divergences de point de vue. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes allés à la normalisation des relations avec le Nigeria, avec l'ouverture de toutes les frontières. Et l'activité commerciale et économique augure de très bonnes perspectives. Ce 12 juillet, les responsables de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin et de la pièce ont procédé officiellement au lancement de la première exportation de vêtements Made in Bénin, confectionnés dans les usines de production de textiles de la zone économique de Glodjipé. Il s'agit au total de 70 000 pièces de polo et de collants livrées à la marque américaine. Les invités de François-Xavier Noumon se réjouissent de l'entrée du Bénin dans le rang des pays exportateurs de textiles. Véritablement, c'est à saluer, continuer la dynamique comme certains le disent. Ça, particulièrement, ça doit nous rendre fiers de voir que le produit, ce qu'on a entamé il y a quelques années, on commence par donner les fruits, aussi bien à l'interne qu'à l'international. C'est à saluer. Les jours à venir, je suis sûr que les Béninois vont se ruer sur les surfaces. Ça va davantage même se démultiplier. Je parie, nous allons voir commencer par circuler Made in Bénin. C'est bien heureux que nous soyons en train de transformer cette matière première. Vous savez évidemment que quand on examine la dynamique économique au Bénin, on se rend compte que 33% des richesses produites viennent du secteur primaire, 13% du secteur secondaire et 54% du secteur tertiaire. Or, il faut inverser la tendance. Vous savez que les pays qui sont des pays développés mettent l'accent sur l'industrialisation. Or, à travers Glodjipé, à travers l'initiative de la zone économique spéciale, le chef de l'État a misé sur la production industrielle pour que nous puissions évidemment occuper non seulement le marché intérieur, mais les marchés internationaux. Et à ce titre, nous ne pouvons plus vendre du brut. Nous allons faire subir des transformations à nos produits et ça va donner de la plus-value. Je crois évidemment qu'il faut saluer ça. Il faut noter que plusieurs autres sujets ont fait le tour du plateau. Nous avons entre autres le décès de l'ancien ministre de l'alphabétisation, Roger Gbenyonvi, une perte selon les débatteurs. Après la proclamation et délibération des résultats du baccalauréat session unique de juin 2023, les candidats admissibles sont conviés aux épreuves facultatives orales et sportives dès le samedi 15 juillet 2023. Le superviseur départemental Borgou Aliboré nous donne ici les détails des programmes. Propos recueillis, Modéron Chao et Maké Kapo. Bon, après cette délibération, c'est ce que nous appelons la première délibération. La seconde délibération, il faut qu'il y ait l'EPS qui est au programme. Donc, c'est à partir de là que ceux qui sont, il y aura des admis. Maintenant, c'est ceux qui sont acceptés pour aller. C'est pour ça qu'on les appelle admissibles. Donc, après le sport, celui qui a 10 peut s'arrête. Celui qui n'a pas 10 continue à l'oral. Samedi, nous avons les épreuves facultatives. Et le lundi, on fait le l'EPS. Puisque c'est une épreuve facultative, il n'y a pas de... C'est une volonté, il peut venir comme il peut ne pas venir. Puisque c'est le bonus qu'il cherche. Maintenant, l'EPS est obligatoire, sauf si vous êtes dispensé. Maintenant, ça veut dire, quand on est dispensé, c'est qu'on a fourni des documents médicaux qui sont dans vos dossiers au bac, à l'office du bac. Bon, à l'endroit des candidats, je leur propose, je suggère qu'au cours de l'EPS, qu'ils fassent l'effort de travailler pour avoir la note qui puisse leur permettre d'avoir 10 au moins et au-delà de 10. Même si vous avez 17 de moyenne aujourd'hui, tant que vous n'avez pas fait l'EPS, vous n'êtes pas exempté. Ça vous fera une matière officielle à moins.
La France célèbre sa 70e fête nationale ce jeudi 14 juillet 2023. Une journée qui donne lieu à des manifestations officielles, défilés militaires, prises d'armes et des réjouissances populaires avec la présence de quelques drapeaux africains. Commentaire Rosa Lagoué. C'est avec les 9 alphabets de la patrouille de France qui fête ses 70 ans que s'ouvre le défilé aérien de ce 14 juillet en France. Le ciel de Paris se retrouve coloré de bleu, blanc, rouge. Ensuite, ce sont les militaires indiens qui commencent fièrement la marche sous le regard admiratif du Premier ministre indien Narendra Modi, invité d'honneur de cette célébration solennelle. Cette cérémonie est d'ailleurs l'occasion pour le président français Emmanuel Macron de lui remettre la Grande Croix de la Légion d'honneur. Au total, 260 soldats ont effectué le déplacement depuis l'Inde pour l'occasion. Entre autres, l'armée de terre, de l'air, puis celle de la marine. Les pays africains ont également pris part à la cérémonie, représentés par les lycées militaires, les Britanniques de Saint-Louis au Sénégal, de Libreville au Gabon, de Côte d'Ivoire, du Congo et du Bénin. La fête nationale de la France, célébrée sous haute surveillance, est clôturée par un feu d'artifice et par un concert de la Marseillaise. Il faut noter que quelques jours avant cette célébration, la France a été le théâtre de plusieurs jours d'émeutes suite au décès du jeune Naël, âgé de 17 ans, tué par un policier. Il faut préciser que la France a célébré cette 70e fête nationale hier jeudi 13 juillet 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin, notre compte TikTok, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.